Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce 30e live du Crous, le live psycho. Donc voilà, je suis encore une fois ravie de vous accueillir chez moi pour ce live. On va parler ce soir d'une thématique qui, encore une fois, concerne tout le monde. C'est la thématique du mensonge. Et je suis sûre que vous aussi, vous utilisez cette stratégie au quotidien. Ça y est, je vois les gens qui commencent à s'inscrire. Donc je vais, comme d'habitude, chercher, mettre les commentaires sur mon autre ordinateur. Alors contrairement à hier, j'ai pas pris l'ordinateur à côté, j'ai pris mon bon vieux papier parce que je trouve que c'est plus facile de switcher de la feuille à l'écran. Vous me direz si c'est mieux ou pas. Hop, hop, a priori il y a du son, il y a de l'image. Ok, alors qui est parmi nous? Qui que tu sois, dis que tu es là. Donc moi je viens d'arriver forcément parce que je viens de me connecter, mais il y a une autre personne qui est connectée. Donc ce soir on va parler du mensonge. J'espère que vous aurez plein de questions sur le mensonge. Encore une fois, ça va croiser des thématiques qu'on a déjà vues. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez vu avec la myélinisation des axones, la répétition vous permet d'apprendre encore mieux. Donc toutes les notions que vous avez déjà vues et qui vont se recroiser d'une manière différente avec ce qu'on a déjà abordé dans d'autres lives, du coup ça va vous permettre d'encore mieux les maîtriser. Donc, vous voyez, c'est jamais inutile de répéter, pour le coup. Donc, on va parler du mensonge ce soir. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de monde qui se connecte pour que ça soit plus vivant. Hein. Je ne sais pas qui est cette personne qui est avec moi sur le live, mais en tout cas, le but, ça va vraiment être de pouvoir être un maximum à partager. Voilà, parce qu'on va parler du mensonge et je vais vous demander de participer et de faire un petit test avec moi pour voir à quel point vous êtes des gens honnêtes ou à quel point vous êtes, vous êtes des petits menteurs, puisqu'en fait on ment tous. Ok, on va attendre encore quelques instants que tout le monde se connecte. J'espère que cette thématique vous aura interpellé, interloqué, vous aura donné envie de venir sur le live ce soir. Je sais que c'est la fin, il y a les examens qui sont passés, il y a plein de gens qui sont rentrés, mais n'oubliez pas que les lives continuent pendant tout l'été et même que les consultations continuent aussi tout l'été. Voilà, j'en profite vu qu'il n'y a pas encore tout le monde qui est arrivé. Si vous avez besoin de voir une psy pour faire un bilan, pour faire un point sur la situation, vous ne vous sentez pas trop bien, vous avez besoin de quelqu'un avec qui vider votre sac et pouvoir échanger un petit peu, je suis là, même tout l'été. Donc voilà, on va mettre en place des consultations, comme on l'a fait là, c'est-à-dire par WhatsApp, en attendant d'avoir un autre moyen pratique de pouvoir vous accueillir. Mais tout l'été, il y aura du coup les téléconsultations, avec moi. Donc si vous voulez voir une psy, vous avez le droit à 5 séances. Voilà. J'essaie de parler pour un peu combler. Donc n'hésitez pas à me dire quand vous êtes prêts, quand vous êtes là. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Donc bienvenue à vous. Je ne sais pas qui vous êtes, mais bienvenue à vous. Sur ce live, on va parler ce soir du mensonge. Allez, allez, s'il vous plaît, connectez-vous. J'aime bien commencer quand il y a un petit peu du monde quand même. C'est plus vivant, c'est plus sympa. En même temps, il est que 20h03, hein, donc on est tranquille. Hein. Ça peut être jusqu'à 20h05, on est bien. Ah, ça y est, les gens commencent à se connecter. Très bien. Dites-moi quand vous êtes là dans les commentaires. Comme ça, je vois si les commentaires marchent. Comme je le dis à chaque fois, hein, pour les lives psycho, n'hésitez pas à prendre de quoi noter. Notez vos questions, notez vos réflexions, notez ce que vous pouvez tester, notez ce que vous pouvez apprendre. Voilà, les choses qui vous intéressent, les références, les choses comme ça. Ça peut toujours être intéressant de prendre des notes plutôt que juste regarder et participer en écrivant dans les commentaires est encore plus intéressant que juste regarder les vidéos. Bon. Eh bien, il est 20h04. On va attendre encore quelques secondes jusqu'à 20h05 avant de commencer. Et voilà, j'espère que ça va aller ce soir au niveau de la connexion. J'ai eu quelques soucis tout à l'heure.
Alors pour la personne qui est en train de regarder cette vidéo, j'attends juste que les autres se connectent pour que ça soit un peu plus vivant. Mais faut pas hésiter à m'écrire dans les commentaires, comme ça on peut commencer à papoter un peu avant sur la thématique du mensonge ou sur un retour sur les autres lives qui ont été précédemment faits. Si vous avez des questions, si vous avez des réflexions, si vous avez même des questions qui n'ont rien à voir mais qui sont en lien avec la psychologie, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Voilà, pour pouvoir échanger sur le sujet avec moi. Profitez-en, hein, vraiment c'est des temps pour vous les lives. Hein. Donc c'est pas que des cours. Ça n'a pas forcément un grand intérêt de faire des cours. Vous ne serez pas évalué, vous n'aurez pas de certification, ça va vous permettre d'apprendre des choses. Mais le but c'est vraiment de pouvoir échanger ensemble et de pouvoir discuter autour des thématiques. Bon, ben écoutez, il est 20h05. On s'était donné 5 minutes pour que les retardataires arrivent. Donc, bah, on va commencer. Et puis les retardataires vont venir. C'est pas grave. Je me sens un peu toute seule quand même hein, dans ce live. C'est pas grave. Alors, donc déjà, on va repartir sur la notion de mensonge. Le mensonge, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Parce que, en fait, concrètement, on y est parfois confronté. En tout cas, en thérapie, très souvent, les gens parlent du mensonge et dans un contexte très particulier, c'est qu'ils en parlent pour se plaindre du fait que les gens mentent. Il y a aussi des gens qui viennent me voir en cabinet parce que justement eux-mêmes ne peuvent pas s'empêcher de mentir. Donc ça c'est un peu particulier, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais la plupart du temps, ils viennent justement pour se plaindre du fait que d'autres leur mentent ou pour venir dire qu'ils ont peur que quelqu'un leur cache des choses ou mente. Donc on voit bien que c'est une histoire de relation, le mensonge. Hier, on a fait un live justement sur les biais cognitifs et on a vu que déjà, à la base, votre cerveau vous ment d'une certaine manière puisqu'il tord la réalité, il tord votre perception du réel pour différentes raisons. Mais en tout cas, vous voyez qu'on a vu hier qu'il y avait cette capacité naturelle du cerveau à tordre la réalité, à tordre sa perception, à tordre l'interprétation, le jugement, le raisonnement, la perception, et tous les niveaux de torsion qu'on a vus hier, et bien en fait on va les retrouver aussi bien évidemment dans la relation et dans ce qu'on peut aussi faire aux autres. Donc on va vraiment définir le mensonge d'une manière qui va être assez simple. Déjà, j'arrête pas de vous dire que tout le monde ment. D'une manière ou d'une autre, tout le monde ment. Tout le monde. C'était Dr House, c'était une série il y a quelques années qui tournait, et en fait c'est un médecin qui toujours partait du principe que les patients qui venaient dans cet hôpital-là mentaient forcément sur leur vie, et donc il avait tout un travail pour faire des diagnostics, de chercher où le patient avait menti pour pouvoir le soigner. En fait, parce qu'il partait du principe que si on n'arrivait pas à soigner quelqu'un, c'était probablement parce qu'en fait, il ne nous disait pas quelque chose qui aurait été utile pour pouvoir le soigner. Et donc, c'était vraiment une série très intéressante pour ça, parce que du coup, ça parlait du mensonge et des différentes raisons pour lesquelles on peut être amené à mentir. Donc vraiment, si vous avez jamais vu cette série et que vous vous ennuyez cet été, je vous propose donc cette série-là, Dr House, qui parle du mensonge, mais dans le milieu médical du coup. Et une deuxième série que je vous amène à regarder et qui est vraiment très sympa, c'est Lie to Me, qui parle en fait des travaux de l'américain Paul Ekman, qui a beaucoup travaillé en fait sur l'analyse comportementale et donc l'analyse des micro-mouvements. Je vous ai déjà parlé des micro-mouvements quand on a parlé justement de l'analyse comportementale. Et bien évidemment, dans Lie to Me, on parle surtout de détecter que quelqu'un ne nous raconte pas la vérité et que quelqu'un nous ment, et là c'est dans le cadre du policier en fait, du milieu policier, du milieu des enquêtes, du milieu politique, enfin bref, il y a pas mal d'endroits où on peut être amené à décrypter comme ça, dans le non-verbal de la personne, sa capacité à pouvoir nous mentir, tordre la réalité, essayer de nous manipuler. Donc rien qu'avec ces deux exemples de séries que je vous invite à regarder si vous ne savez pas quoi faire cet été, même si je pense que vous avez peut-être plein d'autres trucs à faire, mais rien que dans ces
dans ces deux séries-là, vous allez retrouver plein de façons d'identifier le mensonge et de pouvoir penser le mensonge différemment. Parce qu'on va voir que finalement, le mensonge, parfois, c'est quelque chose qui est aussi bénéfique. On le voit toujours comme quelque chose de négatif, mais en fait, mentir, des fois, ça peut nous sauver la vie. C'est vraiment quelque chose qui est hyper important. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait absolument aucune capacité à pouvoir mentir serait, et d'ailleurs il y en a certaines personnes qui sont dans cette incapacité-là, et bien en fait elles se mettent sans arrêt en difficulté, elles se mettent sans arrêt en danger, parce qu'elles donnent énormément d'informations sur elles, voire des informations qui peuvent être vraiment dangereuses pour leur sécurité affective, ou leur sécurité physique, ou leur sécurité financière, ou leur sécurité, voilà. Donc, les personnes qui n'auraient absolument aucune capacité à pouvoir mentir, aucune capacité à pouvoir cacher les choses, se mettraient automatiquement énormément en danger. Donc, prenez vraiment le mensonge comme une capacité. C'est une capacité, c'est un phénomène, un mécanisme psychologique, cérébral, qui vous permet de vous sauver, en fait. C'est vraiment la notion de protection derrière le mensonge en premier lieu, on va dire. Il y a plusieurs intentions, mais la première intention, c'est très souvent la notion de protection. En fait, est-ce qu'on reprocherait à un caméléon de prendre une autre couleur que la sienne pour se camoufler? Quelque part, le camouflage est du mensonge. C'est quelqu'un qui, ou c'est un animal du coup, qui prétend être d'une autre couleur et trompe son monde volontairement pour un but personnel. Donc on pourrait dire qu'un caméléon ment. Sauf que ça nous semble bizarre de dire ça comme ça parce qu'on y attribue une bonne valeur, ou on dit c'est naturel, ou voilà. Et dès que c'est un être humain, eh ben, on oublie finalement qu'il y a plein de bonnes raisons de mentir. Par exemple, moi très, très clairement, je faisais une formation sur Dakar l'année dernière, oui c'était au mois d'avril l'année dernière, et je formais des professionnels de la petite enfance, et je leur disais à quel point, donc ils me parlaient forcément du mensonge, comment empêcher les enfants de mentir, et tout. Et moi je suis arrivée en me disant, mais en fait, ça peut leur sauver la vie. C'est-à-dire qu'un enfant qu'on force à donner l'adresse de chez lui, s'il a la capacité à mentir sur son adresse personnelle de la bonne manière, ça peut sauver des vies. Vous voyez, c'est vraiment... Le mensonge peut être tout à fait une stratégie de survie totalement acceptable pour un être humain, sauf qu'on y attribue la notion morale en fait. Il y a vraiment cette notion de morale dans le mensonge, et en général c'est ça qui nous embête en fait, c'est que on part du principe que le monde est bon et qu'on devrait être honnête. On attribue une grosse valeur positive à l'honnêteté, et du coup le mensonge est perçu comme quelque chose de très négatif, le mensonge, alors que c'est une capacité. Encore une fois, ceux qui me suivent les lives depuis un petit bout de temps, vous savez que quelle que soit la capacité, pour moi elle n'est ni bonne ni mauvaise, ça dépend du contexte. Est-ce qu'on dirait à quelqu'un qui joue au poker que mentir, dans ce contexte-là, c'est mal? Bah non, c'est le jeu, en fait. C'est le jeu. Il y avait cette discussion à un moment donné de savoir si mentir aux enfants sur le Père Noël, c'est mal. Bah, ça se discute aussi. Je suis pas sûre qu'on ait une réponse d'ailleurs par rapport à ça. Mais en tout cas, tout le monde ment. Déjà, votre cerveau vous ment. Et tout le monde ment de plein de manières différentes, mais tout le monde ment. Et soyez vraiment très conscients de ça. Tout le monde ment, y compris vous. Et la personne qui se définirait comme totalement honnête et qui ne ment jamais serait déjà dans un mensonge. Parce que c'est impossible de dire tout le temps la vérité, déjà parce que nous ne la percevons pas. D'accord? Et qu'en fait, vu qu'il y a plein de manières de mentir, et bien du coup, il y a effectivement plein de manières de tordre la réalité de manière plus ou moins flagrante, mais à un moment donné, c'est quelque chose qui est très présent. Ok, donc derrière la notion de mensonge, donc bien évidemment on ne parle pas forcément des mensonges quand soi-même on ne sait pas. Parce que des fois il y a des gens qui disent oui mais tu m'as menti, tu m'as pas dit qu'il allait pleuvoir mardi, oui mais si je ne le savais pas, est-ce que c'est un mensonge? Je ne savais pas. Donc il peut y avoir
cette notion-là, et la personne peut même remettre en question le fait que la personne ne le savait pas. Du coup, si elle ne le savait pas et qu'elle a dit délibérément, si elle le savait et qu'elle a dit délibérément qu'elle ne le savait pas, bah, du coup, quelque part, ça pourrait être un mensonge. Donc il y a vraiment cette histoire de délibéré, mais vous voyez bien que quelque part, derrière la notion de mensonge, il y a clairement la notion d'un jugement moral porté sur la personne qui ment. Encore une fois, c'est quelque chose qui n'est absolument pas accepté socialement, même si ça peut sauver des vies. Donc la définition du mensonge, il y en a énormément en fait. Il y a énormément de définitions de mensonge, il n'y en a pas qu'une seule qui vient. Et en fait, si vous vous interrogez avec plein de monde, en fait, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être des nuances différentes selon le mensonge, selon le contexte. Voilà, et qu'il y a peut-être des mensonges que vous ne définissez pas comme des mensonges, et puis des mensonges que vous définissez comme des mensonges. Si on prend la définition la plus basique, on est sur le fait qu'une personne choisisse délibérément de dire quelque chose pour laquelle elle sait que ce n'est pas vrai, ou elle pense que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire d'avoir une incongruence entre ce que la personne sait ou pense et ce qu'elle va dire. Donc on est vraiment sur cette incohérence-là, et il faut que ça soit quelque chose de délibéré. Parce qu'il y a plein de moments où on dit quelque chose qui est en dehors de ce qu'on pense. Ça nous arrive, c'est pas forcément un mensonge. Si par exemple c'est un lapsus, si par exemple je veux dire à l'autre que je le trouve super canon et que au lieu de canon, je dis moche par exemple parce que je sais pas, mon cerveau aurait fourché, ben, à la rigueur, je sais que c'est pas ce que je voulais dire, j'ai dit autre chose, mais pour autant c'est pas non plus un mensonge parce que ce n'est pas délibéré. Donc vous voyez qu'il y a quand même des nuances. Là où on voit que le mensonge est très nuancé, c'est notamment sur les histoires de couple, avec les histoires de tromperie, avec les histoires de... On voit que c'est très compliqué parce qu'à un moment donné, on peut avoir une personne qui dit « Oui, mais tu m'as menti parce que tu m'as dit que tu allais rentrer à 14h30 et tu es rentré à 14h40. » Oui, mais dans ce cas-là, c'est pas non plus un mensonge en fait. C'est juste que la personne n'a pas fait exactement ce qu'elle avait dit. Est-ce que c'est délibéré ou pas? Est-ce que c'est un choix délibéré de donner une information fausse? Pour la personne, pas forcément. Ah, ça y est, il y a du monde. Youhou! Bienvenue dans le live. Je me sentais un peu seule, j'avoue. J'avoue, ça fait très plaisir de vous voir. Alors. Je vais mettre les commentaires. N'hésitez pas à me parler dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que je me sentais un peu seule. Hein. Ça fait un petit bout de temps que ça a commencé et il n'y avait personne. Donc, bonsoir Audrey. Donc, on parle du mensonge ce soir. J'espère que tu auras plein de questions à poser sur le mensonge. Voilà, parce que comme ça va alimenter un peu le débat. Donc j'étais en train de dire que pour moi la définition du mensonge, c'est le fait de dire quelque chose que l'on sait faux et de le dire de manière délibérée. Donc ça, en fait il y a plusieurs critères. Il y a dire, il y a le fait que ce soit faux pour soi, et il y a le fait que ce soit délibéré. Si par exemple, je sais pas, quelqu'un me demande si j'ai pas 1 euro, je dis, je pense que j'ai 1 euro dans mon sac, je dis que non, j'ai pas. Donc là, je suis en train de mentir puisque je pense que j'ai 1 euro dans mon sac. Mais si finalement, quand je regarde dans mon sac plus tard, je me rends compte qu'en fait, il n'y avait pas 1 euro. Est-ce que j'ai menti ou est-ce que je n'ai pas menti? Et bien techniquement, tu as menti parce que tu n'as pas dit la vérité qui était la vérité pour toi à ce moment-là. Donc on est vraiment sur quelque chose d'assez nuancé. Quand je vous parlais des couples, il peut y avoir des notions de mensonge. Justement sur des nuances, sur le côté tatillon, sur des horaires, sur des émotions. Vous voyez que les émotions, c'est difficile de mentir sur ce qu'on ressent, parce qu'en fait, c'est déjà difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, encore une fois, hier, on a vu qu'il y avait énormément de mensonges déjà dans notre cerveau, et que notre cerveau tordait la réalité. Et là, c'est la question de comment nous-mêmes, on tord la réalité. Donc, il y a en gros, une grosse fonction au mensonge, c'est le fait de cacher, de falsifier, donc de rendre faux, ou de manipuler l'autre. Ça, les définitions sont plus ou moins unanimes sur ces 3 aspects-là. Et vous voyez bien que déjà, on est sur des choses qu'on peut retrouver dans d'autres contextes. Bonsoir, Toufik. Ok. Donc, on va repartir déjà du fait que vous mentez, tous. Même toi, Audrey, même toi, Toufik. Tous, vous mentez depuis que vous êtes tout petit. C'est quelque chose qu'on apprend
dès qu'on est dans le langage, et même avant. Il y a des études qui ont montré qu'un enfant, même avant la période langagière, est capable de cacher un objet qu'il veut subtiliser et de faire comme s'il n'était pas là. Vous voyez ? Il a mangé un truc et il fait semblant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on observe chez les tout petits. Et d'ailleurs, c'est trop mignon quand ils mentent, les petits. Mais en tout cas, chez les enfants, on a repéré que donc dès l'âge de 2 ans, ils sont capables de formuler des mensonges. Mais même avant, il y a des principes de mensonges qui sont non-verbaux, mais qui sont déjà là, en fait. C'est quelque chose qu'on apprend à faire très petit. Et donc, on a identifié chez les enfants 3 types de mensonges. Donc, je vous les donne ce soir. Donc, le mensonge primaire. Donc c'est entre 2-3 ans, donc l'enfant a déjà conscience du fait que certains de ses actes peuvent être répréhensibles parce qu'il a déjà été puni, il a déjà été si. Et si il est pris, si il a fait une bêtise qu'il sait répréhensible, même s'il a été pris en flag, très important, même s'il a été pris en flag, il va être capable de dire qu'il ne l'a pas fait, voire d'accuser sans vergogne son frère, sa sœur, ou le chien, ou la petite souris. Tout simplement pour éviter la punition, éviter les réprimandes, éviter la mauvaise image sociale. Donc on va être vraiment dans des stratégies très reliées à de l'évitement plus à cet âge-là. Et c'est important de savoir que même si il a été pris en flag, et ça c'est vraiment une notion qui est assez intéressante parce que ça vient nous donner l'information suivante, c'est que quelque part, chez l'enfant, quand l'enfant ment à cet âge-là, en fait, quand il dit quelque chose qui est faux, par exemple, « moi, je ne l'ai pas fait », et bien en fait, il est capable d'imaginer que, en disant qu'il ne l'a pas fait, ça peut venir annuler l'action. Parce qu'ils ont un rapport à la réalité et à l'imaginaire qui n'est pas encore totalement carré. Et du coup, un enfant qui te dit « non, je ne l'ai pas fait », il est capable de se persuader qu'en fait, il ne l'a pas fait, ou d'imaginer que ça peut venir gommer le truc qu'il a fait. Par exemple, s'il vous dit, je sais pas, mon petit dernier, c'est un spécialiste pour ça, je le prends en flag et il dit, non, c'est ma sœur. Bah, en fait, je viens de te voir, en fait, donc ça marche pas. Ah non, c'est ma sœur. Non. Et en fait, il essaye de se créer mentalement une autre réalité et en fait, il a un rapport à cette réalité qui fait que s'il y pense très très fort, il pense que ça va devenir vrai. En fait, on est vraiment dans la notion de pensée magique à cet âge-là. Et c'est très mignon à observer, mais des fois c'est très énervant aussi parce que du coup on peut pas faire grand-chose, quoi. Donc il y a vraiment cette notion de manipulation de la pensée de l'autre, mais de manipulation aussi de la réalité chez les 2-3 ans dans le mensonge primaire. Désolée, je tousse pas mal aujourd'hui. Donc dans le mensonge secondaire, donc ça c'est plus 4-6 ans, donc ils sont un peu plus grands, on est sur des mensonges où l'enfant a toujours conscience du côté répréhensible de certains de ses actes, et donc il va avoir tendance, toujours pour éviter la punition, ou pour éviter la honte d'être puni en public, donc il commence à y avoir une conscience sociale et un intérêt à la validation sociale, il va avoir tendance du coup à mentir, notamment quand il sait que vous n'avez pas conscience ou vous n'avez pas connaissance de la vérité. C'est-à-dire qu'il arrive à cet âge-là un peu plus à imaginer ce que vous êtes capable de penser, ce que vous êtes capable de savoir. Et dans les zones où vous n'avez pas d'informations, il est capable de créer un mensonge à cet endroit-là. En fait. Donc ça demande quand même d'avoir la capacité à penser à la pensée de l'autre. Et donc ça, c'est là où on voit que le cerveau est quand même super bien fait et les enfants sont déjà des pros de la manipulation super tôt. En fait, est-ce que j'ai encore de l'eau? Non, j'ai plus d'eau, j'ai plus rien. Donc, on est dans le mensonge secondaire. Donc, il y a vraiment cette notion toujours de se protéger, d'éviter le déplaisir, d'éviter la réprimande, d'éviter de valider quelque part une mauvaise image que l'adulte pourrait avoir sur soi. Salut Émilie. Alors, Émilie, quelle est la bonne excuse que tu vas nous sortir pour arriver à cette heure-là? On travaille sur le mensonge, c'est pour ça que je te dis ça. Donc ça, c'est le mensonge secondaire chez l'enfant de 4 à 6 ans. Il y a un troisième type de mensonge chez l'enfant qui apparaît plus vers 7 ans. Donc on voit que l'enfant commence à être un peu plus grand. 7 ans, c'est ce qu'on appelle l'âge de raison. Ça commence à partir
à partir de ça. Et puis, on va être sur des mensonges qui vont bien évidemment aller avec le fait que l'enfant utilise de plus en plus le langage, réussit à construire de la narration beaucoup plus facilement. Et du coup, on peut avoir des mensonges beaucoup plus élaborés, avec une logique, avec une histoire, avec des événements, des péripéties. Et c'est l'âge où ils racontent énormément d'histoires, les enfants, dans tous les cas, que ce soit des mensonges ou non. Et du coup, des fois, ils utilisent le style narratif pour raconter des choses qu'ils savent fausses, notamment dans les zones où, encore une fois, ils savent où ils pensent que vous n'avez pas l'information. Par exemple, les enfants de 7 ans vont vous raconter des trucs de fous qui se seraient passés à l'école. Parce qu'ils savent que vous n'êtes pas à l'école. Vous voyez, j'ai ma petite de 6 ans qui me fait pas mal ça en ce moment. Elle me dit oui, à l'école, il s'est passé ça, à la cantine, nanana, on a mangé un truc de fou. Oui, bon, j'y étais pas, mais bon, je fais le tri. Donc, c'est la faute de ma sœur, j'ai dû l'accompagner quelque part. Ah, celle-là, elle est pas mal, Émilie. C'est la faute de ma sœur. C'est pas moi, c'est ma sœur. C'est exactement ça. Donc, pour le coup, encore une fois, dans le tertiaire, on est encore une fois sur des mensonges qui sont de plus en plus élaborés, qui suivent une logique. Donc, on voit que on peut avoir encore plus de logique et de narration, et on peut avoir des mensonges qui sont très réalistes dès 7 ans. C'est assez fou. Autant chez les petits de 2-3 ans, on est sur des petits mensonges, ils sont pris en flag, enfin, c'est assez facile de faire la part des choses, et puis ils sont pas très stables dans le mensonge, en fait. Mais à 7 ans, ils sont capables de garder un mensonge, et c'est parfois compliqué quand le mensonge est très verrouillé, de faire la part des choses, et surtout de sortir de ces mensonges. Et dès cet âge-là, quand il y a trop de mensonges, mais même n'importe quel âge chez les enfants, qu'il y ait du mensonge, c'est un signe de santé mentale, c'est-à-dire que de bonne santé mentale, c'est-à-dire que il est capable de s'approprier la réalité, de raconter quelque chose de manière logique. Voilà, donc c'est plutôt un bon signe, un enfant qui est capable de mentir, et en même temps, un enfant qui ferait que mentir, ou qui mentirait pour des choses très graves, ou qui serait incapable de revenir sur ce mensonge, ou ça serait comme ça alerte. En tant que psychologue, moi ça m'alerte toujours quand il y a des enfants qui sont énormément dans le mensonge. Très souvent, ça peut être des signes, soit des signes de grande créativité, tout simplement, qui a besoin de s'exprimer et c'est ok, soit des problématiques en lien avec la réalité, c'est-à-dire une difficulté à pouvoir faire la différence entre le réel et l'imaginaire, donc une vie imaginaire trop présente, ça peut être ça. Soit ça peut être aussi effectivement des signes d'une très grande peur de la punition, ou voilà, ça peut être des signes de mal-être, de stress, de plein de choses, en fait. Donc voilà, c'est important de le prendre comme un indicateur, soit d'une super santé mentale, soit d'un problème qu'il y a à la maison, soit juste d'un fonctionnement normal, quoi. Encore une fois, on ment énormément, et à 7 ans, faut pas vous leurrer, les enfants savent déjà que les adultes mentent. Vous voyez, autant à 2-3 ans, peut-être qu'ils ont ils n'ont pas forcément encore trop perçu le systématique du truc. À 7 ans, c'est très très clair pour tous les enfants que les parents sont capables de mentir, parce qu'ils les ont vus faire, parce qu'ils les ont vus argumenter sur le mensonge. Et en fait, le mensonge, c'est comme tout type de communication, ça veut dire que ça s'apprend. Si vous avez des parents qui mentent sans arrêt, du coup, vous apprenez à construire la méthodologie, la narration du mensonge. Si vous êtes avec des parents qui disent que la vérité, vous aurez plus de difficultés à construire du mensonge. Vous voyez le truc, ça s'apprend en fait. C'est juste que ça s'apprend. Donc déjà, dites-vous que si tous les enfants mentent, vous avez menti. Et donc si vous avez menti, probablement qu'aujourd'hui vous le faites encore. C'est pour ça que je sais que vous mentez, je le sais. Pas la peine de me faire semblant, je le sais. Donc qu'est-ce qui passe dans le cerveau quand vous mentez? Alors, tout simplement, alors, on va partir du principe que raconter une histoire, ça demande plusieurs compétences au niveau du cerveau, notamment
la capacité à construire du discours et de la logique entre les événements, et la capacité à aller chercher du bagage qui est déjà en mémoire, dans votre mémoire. C'est-à-dire que vous êtes incapable de raconter un mensonge à partir de rien. Vous êtes obligé de vous appuyer sur des choses qui existent, notamment du langage. Si vous utilisez des mots, c'est qu'ils sont dans votre mémoire, ils font référence, ils sont reliés à d'autres mots, à un champ sémantique, à des expériences. Donc, quoi que vous racontiez, ça active des choses qui sont déjà de votre passé. Vous êtes incapable de parler d'un truc dont vous n'avez jamais entendu parler avant et qui est référencé nulle part dans votre mémoire. Encore une fois, vous construisez à partir de votre mémoire. Je ne sais pas si je suis claire, faut me dire. Et donc, quand vous racontez une histoire, votre cerveau va chercher des choses qui existent déjà dans votre mémoire et va assembler ces choses-là à partir, en construisant une narration. Donc il va chercher en mémoire, il construit une narration. Pourquoi je vous le fais comme ça? Alors, je ne sais jamais si c'est inversé chez vous au niveau de l'image ou quoi. Donc, pour moi, là c'est ma gauche. Vous voyez? Donc vous, ça doit être votre droite. Si je ne me trompe pas, je ne sais pas. Bon, vous, ça doit être votre droite. Non, ça rien. Donc, là, c'est ma gauche ici. Donc, quand on va chercher en mémoire, on va chercher plutôt dans le cerveau qui se trouve sur la partie gauche, en fait. Et alors, c'est pas une histoire de cerveau, mais en tout cas, on a tendance à visualiser, à classer les informations, et le passé, généralement, chez nous, dans notre culture, est à gauche. Vous voyez? Donc, je vais chercher des choses en mémoire, et je construis. Voilà. Et quand je vous le fais comme ça, vous pouvez vous dire, mais pourquoi elle insiste autant sur ce point alors que c'est pas clair? Tout simplement parce qu'en fait, on va pouvoir détecter le mensonge chez les gens à partir de ces deux éléments. Mais je reviendrai plus tard là-dessus. Donc, dans votre cerveau, quand vous racontez une histoire, il va chercher en mémoire, et il construit une narration à partir, pour pouvoir répondre à une question, à une problématique, voilà, c'est un comportement de raconter. Quand vous racontez un mensonge, vous allez chercher encore une fois en mémoire des choses, et vous allez les assembler, et c'est dans l'assemblage en fait qu'on va être sur du mensonge en fait. Et vous allez les assembler pour servir un objectif, mais vous allez être plus sur de la création que sur du récit de quelque chose que vous avez déjà vécu, dans l'ordre que vous avez vécu et tout ça. Donc en fait, dans votre cerveau, il est obligé d'aller chercher plus de créativité, et il peut y avoir, si vous essayez de le dire avec conviction, comme si ça s'était passé, à l'intérieur, votre cerveau, il sait que vous n'êtes pas en train de dire la vérité. Et on a une structure dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle l'amygdale. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait parlé de l'amygdale? L'amygdale, on en a parlé quand on a parlé du sommeil et quand on a parlé de la mémoire. J'en ai parlé notamment pour vous dire que c'était en gros la glande qui s'occupait de trier les informations, de dire quelles informations étaient importantes ou pas et de les classer. Et bien en fait, quand vous racontez une histoire, l'amygdale va juger cette histoire et les éléments de cette histoire, et clairement quand vous êtes en train de mentir, il y a un jugement moral qui se met dessus. C'est un peu comme un juge en fait, et qui dit mais c'est faux ça. Et du coup, elle va créer chez vous une réaction différente physiologiquement que si vous étiez en train de raconter quelque chose qui s'est vraiment passé, une sorte d'incohérence. Vous voyez? Déjà, ça vous demande plus d'effort de créer un truc qui ne s'est pas passé que de revivre un truc qui s'est passé, mais en plus, il y a cette notion-là de sensation d'étrangeté ou sensation de fausseté. C'est comme ça qu'on arrive à détecter le mensonge en fait chez les gens. C'est parce que clairement on repère la réaction de leur corps au mensonge. Et en fait on a tous, quand on raconte quelque chose, une façon de réagir qui dit c'est vrai ou c'est faux. Par exemple, vous, devant votre écran, devant votre téléphone, peu importe, je vais vous demander juste de prendre le temps et de vous dire à vous-même, je m'appelle Robert. Et bien, au moment où vous allez vous dire ça, sauf si vous vous appelez vraiment Robert, et bien vous allez ressentir quelque chose. Parce que dire je m'appelle Robert, ben, même moi, à chaque fois que je vous le dis, ça me crée quelque chose au niveau un peu du ventre, au niveau. C'est une sorte de truc qui se serre en fait. Parce que c'est pas congruent, je suis en train de dire quelque chose qui est faux.
en fait. Et quelqu'un qui serait un peu sensible à ces réactions-là chez l'autre, ben, serait capable de voir qu'en fait, je m'appelle pas Robert. Parce que quand je dis je m'appelle Marie-Émilie, j'ai pas du tout la même sensation. Donc faites cette expérience-là maintenant. Dites-vous à vous-même, je m'appelle, je sais pas, vous pouvez changer de nom hein, s'il vous plaît, si vous voulez. Hein. Robert, c'est pas mal quand même, parce que c'est quand même... voilà, c'est court, c'est facile à dire, et en même temps, probablement pas votre nom. Hein, Audrey, est-ce que tu t'appelles Robert, en vrai? On ne sait pas. Donc il y a vraiment cette notion de... Le corps réagit différemment quand on dit quelque chose de faux et quand on dit quelque chose de vrai. Le cerveau n'entraîne pas le même mouvement, l'amygdale s'active différemment quand c'est faux et votre corps réagit à la fausseté. Et quand on ne les voit pas, comment on sait... Alors, je vais y revenir, Sam. Sam, pardon. Ah, bah désolé, du coup. Donc, pour le coup, il y a vraiment cette notion, donc l'amygdale va réagir à ce mensonge, sauf que si tous les jours, les gens commencent à vous appeler Robert, si vous-même, vous commencez à vous appeler Robert, à un moment donné, il va y avoir toujours cette réaction au mensonge parce que ça reste faux, sauf qu'il va y avoir une sorte d'habituation. Et du coup, vous allez finir par raconter ça de manière beaucoup moins réactive dans votre corps. Et c'est exactement, ça y est, je viens sur ce que tu dis, Sam, justement. Au théâtre, ils répètent. Ils ont l'habitude de gérer cette sensation. Ils ont l'habitude de répéter beaucoup jusqu'à ce que, à un moment donné, ils utilisent leur amygdale. Ils arrivent à la maîtriser ou en tout cas à contourner son fonctionnement pour que ça soit vrai. En fait, pour que ça paraisse vrai. Mais, n'empêche qu'un acteur reste un acteur. Et quand il joue quelque chose qui n'est pas du tout cohérent avec lui, n'empêche que ça peut encore se voir. Mais les très bons acteurs apprennent à gérer justement cette sensation-là. Ils répètent beaucoup jusqu'à s'approprier totalement l'histoire. Et aussi, ils activent ce qu'on pourrait appeler des faux souvenirs à force de raconter cette histoire. Donc en fait, en s'appuyant sur des faux souvenirs, on arrive à donner l'illusion au cerveau que ça s'est passé. En fait, parce qu'on se souvient déjà avoir raconté plein de fois cette histoire, donc ça active des vrais souvenirs, des souvenirs de récit. Pas forcément des souvenirs visuels, mais des souvenirs de narration. Qu'on va à l'encontre de cette sensation. C'est exactement ça, on va à l'encontre de cette sensation. Mais n'empêche qu'elle reste, ton amygdale reste active. Dès que tu sors du contexte du théâtre, c'est pas pour autant que tu es un acteur partout où tu vas, en fait. C'est juste que tu as effectivement appris à jauger, à doser cette sensation de l'amygdale. L'amygdale, c'est, j'allais dire c'est un muscle. Non, ce n'est pas un muscle, c'est une glande. Mais si vous êtes, par exemple, si vous avez l'habitude de mentir tout le temps, et ben en fait, vous apprenez à dompter l'amygdale, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, son action, ben, du coup, n'est pas écoutée. Parce que vous continuez de mentir. C'est pour ça que qui vole un œuf vole un bœuf. C'est-à-dire que quand vous faites un petit larcin, vous avez une réaction forte parce que c'est la première fois et que c'est vraiment pas bien et tout ça. Et puis, donc ça vient choquer votre morale. Sauf qu'à un moment donné, il y a une habituation de l'amygdale à ce genre de stimulation. Et du coup, ben, il réagit plus puisque vous continuez à le mettre dans ce genre de situation. C'est exactement ce qui se passe justement avec les enfants kidnappés, qui ont un prénom, qui ont vécu avec une identité, et à force qu'on leur serve une autre identité, et bien en fait, ils vont réagir de la même manière avec leur vraie identité ou avec leur nouvelle identité, voire à un moment donné, ils peuvent réagir à leur vraie identité, ou en tout cas à leur identité d'origine, comme si c'était une fausse identité. Ils peuvent avoir la même réaction. Surtout s'ils oublient leur identité de base. Du coup, il y a ça. On a souvent ça aussi sur les personnes qui changent de prénom. Je sais plus, c'était Gabriel qui en parlait la dernière fois, je crois. Et pour le coup, il y a un phénomène d'habituation, clairement. Et à force de raconter quelque chose, et bien du coup, on en fait quelque chose de réel pour soi. La réalité est subjective, encore une fois. Donc ça vaut vraiment le coup de se dire, ok, en fait, ce à quoi je vais être sensible chez moi ou chez les autres, c'est les réactions du corps, c'est les réactions corporelles au mensonge. Et c'est d'ailleurs pour ça, c'est parce que le corps réagit, que les détecteurs de mensonges captent les éléments du corps. C'est-à-dire que
Les détecteurs de mensonges vont s'intéresser à la pression artérielle, vont s'intéresser à la manière de respirer, vont s'intéresser au mouvement des yeux, vont s'intéresser... Vous voyez, c'est que des éléments qui viennent appuyer le fait que c'est parce que ça se passe dans le corps qu'on peut le percevoir. Et même si des fois tu as l'impression que tu ne perçois pas les mensonges des autres, soit c'est parce qu'ils sont très entraînés, soit c'est parce qu'ils sont très congruents, parce que ça ressemble presque à la réalité, soit c'est tout simplement parce que t'es pas à l'écoute des autres, des fois ça arrive aussi, hein, mais voilà, il y a des subtilités en fait, on n'a pas tous la même réaction, mais plus quelqu'un est attaché à la notion de vérité et d'honnêteté, et plus il aura de difficultés à mentir sans que ça se voit. Vous voyez, c'est un peu proportionnel. C'est vraiment proportionnel. Par exemple, les acteurs, pour eux, il n'y a pas de problème moral à raconter des choses fausses. Ça fait partie de leur habitude, en fait. Ce qui est moral ou ce qui ne l'est pas, c'est quelque chose de totalement appris, en fait. Vous voyez, le truc, c'est pour un acteur, prétendre qu'il est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de valorisé socialement, donc c'est bien, en fait. Ça serait être trop lui pendant une scène qui serait pas bien. Notamment, je pense aux scènes de séduction, aux scènes je sais pas, de sexe ou quoi. Bah, si à ce moment-là, l'acteur est lui, bah, il va ressentir cette sensation de mensonge ou cette sensation de pas bien. Parce que c'est pas lui qui a un rapport, c'est le personnage, par exemple. Ok. Oui, pour Robert aussi, ça m'a fait rire de le dire. Bah tu vois, c'est exactement ça. Mais on peut le faire avec d'autres choses. Hein. Prenez le temps de respirer. Ça fait toujours du bien. Et dites-vous, j'adore la pollution. J'adore la pollution. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous vous dites ça? J'adore la pollution. Ou alors, j'adore tuer des animaux. À un moment donné, ça va générer forcément une réaction physiologique si vous essayez de vraiment laisser cette phrase-là rentrer et résonner à l'intérieur. Ben, ça va venir en conflit avec plein d'autres valeurs que vous avez, si peu que vous aimez pas la pollution et si peu que vous aimiez pas tuer des animaux. Si vous aimez ça, ça va être totalement congruent. Mais si vous n'aimez pas ça, et ben ça va forcément générer une certaine réaction. Alors, hop, j'ai vu que vous réagissiez, c'est cool. Alors, désolée Audrey, j'avais pas vu ton message d'avant. Alors, Audrey qui nous dit, oui, je connaissais une personne quand j'étais en primaire qui s'inventait un peu une vie, un frère imaginaire, etc. Elle nous racontait n'importe quoi, peut-être la vie qu'elle aurait aimé avoir. Alors, peut-être que c'est la vie qu'elle aurait aimé avoir, peut-être que c'est une stratégie de défense pour rendre sa vie plus intéressante ou plus normale. Ça peut être aussi un imaginaire très développé. Ça peut être effectivement qu'elle avait besoin effectivement d'avoir un frère pour la protéger ou pour discuter parce qu'elle se sentait seule. Donc oui, ça peut être des choses qu'elle aurait aimé avoir, ça peut être aussi une peur. Voilà, j'ai rêvé que j'avais un frère, mais c'est parce qu'en fait, je supporterais pas d'avoir un frère et du coup, je rêve que j'en ai. Enfin, tu vois, ça peut prendre plein de sens différents. Et la mythomanie, c'est conscient ou pas? Non. Alors, la mythomanie, dans le sens courant, on est sur des gens qui mentent beaucoup, voire tout le temps. Et dans le sens courant, c'est conscient. C'est-à-dire que c'est pas forcément volontaire, d'accord, mais les personnes en ont conscience, généralement. La mythomanie en tant que pathologie, les personnes n'ont pas forcément conscience du fait qu'elles mentent. C'est-à-dire qu'elles croient leurs mensonges. Au moment où elles racontent quelque chose, c'est un peu comme les enfants qui, voilà, c'est pas moi j'ai rien fait. Et bien à ce moment-là, il y a une partie d'elle, enfin une partie de l'enfant qui pense que c'est possible qu'elle l'ait pas fait en vrai. Tu vois, une sorte d'annulation par mensonge en fait. Donc dans la mythomanie, il y a plusieurs styles de mythomanie et de toute façon, on est toujours dans un rapport au réel et à la réalité et à la pression sociale en fait.
qu'est-ce que ça voudrait dire de raconter la vérité. Mais quand on ne les voit pas, comment on sait, ça j'ai déjà répondu. Déjà, ça me donne envie de rire. Ah ben oui, ça c'est Robert. C'est Robert qui te donne envie de rire. Ok, j'ai l'impression que j'ai tout répondu à vos questions pour l'instant, donc j'ai rattrapé un peu mon retard. Donc ça explique pourquoi les enfants mentent si facilement. La morale est encore beaucoup en construction. Oui, alors la morale elle est en construction, en déconstruction, en reconstruction, en évolution, toute votre vie. Hein. Vos principes moraux de quand vous étiez petit ne sont pas forcément les principes moraux d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Mais effectivement, la morale, c'est quelque chose qui est très en construction chez l'enfant. Et parce qu'on lui dit, il est en train d'apprendre justement le cadre de ce qui est bien et pas bien en société, de ce qu'on attend de lui et de ce qu'on n'attend pas de lui. Et une des premières choses qu'on va dire à un enfant, c'est que mentir, c'est pas bien. Alors que lui-même voit ses parents mentir. Et même quand on lui dit que mentir, c'est pas bien, c'est un mensonge. Donc on est en train de lui... C'est comme quand on crie sur un enfant pour lui dire de pas crier. Ou qu'on le tape pour lui dire de pas taper. Vous voyez, il y a une sorte d'incongruence qui fait qu'à ce moment-là même, il apprend les deux. Il apprend à mentir, et à mentir sur le fait de mentir, et du coup, il apprend aussi que mentir, c'est pas bien. En tout cas, que c'est pas perçu comme quelque chose de bien, mais que c'est possible, et qu'en fait, tout le monde le fait. Donc vous voyez, c'est vraiment un truc qui est assez alambiqué, mais tout le monde ment. Qu'on le veuille ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, on ment tout le temps. D'accord ? Donc, encore une fois, ça se passe au niveau de votre cerveau, au niveau de votre corps, ça réagit et ça va être perçu par vos neurones miroirs et par toutes vos structures qui réagissent au fonctionnement de l'autre. Et en fait, c'est pour ça que généralement, le mensonge, chez l'autre, on le sent, en fait. C'est-à-dire, on le sent olfactivement, on le sent plus qu'on ne le sait, en fait. Ça peut créer une sensation assez bizarre à l'intérieur de soi. Une sensation d'incohérence ou d'incongruence, ou même si des fois on ne sait pas exactement pourquoi. Et parfois, quand on sent du mensonge chez l'autre, ça ne veut pas dire que l'autre ne nous dit pas la vérité. Mais ça veut peut-être dire qu'à ce moment-là, au moment où il vous a dit quelque chose, il pensait à autre chose sur lequel, qui est ça, un mensonge. Ou que, vous voyez, il y a vraiment le mensonge. Parce que, par exemple, reprenez mon exemple de Robert. Là, vous avez dit à haute voix, je m'appelle Robert, et ça a réagi. Mais si vous le dites dans votre tête, ça réagit aussi. Et vous êtes capable de dire à quelqu'un quelque chose tout en pensant autre chose. Où est le mensonge ? Où est le mensonge ? Est-ce qu'il est dans ce que vous êtes en train de dire ? Ou est-ce qu'il est dans ce que vous êtes en train de vous raconter ? Donc vous voyez que c'est tout compliqué. Oui, Dr House, j'en ai parlé au début, j'adore cette série. Alors, j'ai de l'effroi en disant ça. T'as de l'effroi en disant quoi ? Que t'as envie de... que t'aimes tuer des animaux ? C'est normal. Mais tu vois, ça ne te fait pas la même chose que quand tu disais que tu t'appelais Robert. Ça crée des sensations différentes parce que ça dépend où est-ce que ça choque avec la morale et quelle valeur ça choque. Alors oui, je connais une personne qui raconte des choses qu'il s'est persuadé avoir vécues avec des détails, etc., alors que non, il n'a jamais vécu ça ou déformé une partie. C'est donc de la mythomanie pathologique. Ça vient de quoi ça ? Alors, encore une fois, mythomanie, c'est un diagnostic. Mythomane, c'est vraiment, dans le sens vraiment diagnostic, c'est vraiment une pathologie particulière qu'on rencontre chez des personnes. On est vraiment du côté psychopathe, pas psychopathe, n'importe quoi, psychose en fait. Donc c'est vraiment particulier. C'est pas parce que la personne te raconte des choses en étant persuadé de les avoir vécues. On raconte tous des choses en étant persuadé de les avoir vécues. Tous. Je sais pas, qu'est-ce que je pourrais me raconter en pensant que j'en suis convaincue. Je sais pas, par exemple, les sentiments amoureux. Ça vous est jamais arrivé de dire oui, je l'aime, tout ça, et alors que quelque part, vous essayez de vous convaincre en même temps. C'est-à-dire,
vous n'êtes pas sûr, ou alors vous dites que oui, mais en fait finalement non. Vous voyez, parce que c'est pas clair en fait. Pollution et tuer des animaux. Eh oui, pollution et tuer des animaux, ça pique. Généralement, chez la plupart des gens, ça pique. Vous voyez, tout ce qui est de l'ordre du vraiment sens moral, on est sur des choses qui piquent très fort. La pédophilie, je sais pas, il y a des thèmes comme ça qui piquent très fort. Ou alors des enjeux politiques du genre, je sais pas, essayer de dire Hitler est beau, par exemple. Ben ça va générer quelque chose. Parce que socialement, on a une façon de réagir à ça, à ce stimuli-là. On a un ancrage émotionnel. Souvenez-vous, hier, on a vu les ancrages émotionnels. Et bien, c'est exactement ça. Tuer des animaux, il y a un ancrage émotionnel. Pollution, il y a un ancrage émotionnel. Épinard, il y a un ancrage émotionnel. Chocolat, il y a un ancrage émotionnel. Ouais. Oui, bien sûr. Après, quand c'est souvent, ça me fait bizarre. Alors, encore une fois, Audrey, il faudrait vraiment faire un diagnostic de cette personne. Faudrait voir en quoi c'est un problème. Faudrait voir si les personnes lui ont dit. Vous voyez, après, encore une fois, quand quelqu'un ment souvent, c'est quand même un signe qu'il y a un malaise. C'est pas forcément un signe de pathologie, mais c'est un signe qui a un problème, en fait. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de commencer à raconter un mensonge, et puis à un moment donné, vous êtes pris dans votre mensonge, et vous êtes obligé d'en raconter un deuxième pour pouvoir avoir l'air cohérent et pour pas perdre la face. Puis une fois que vous avez raconté 2 mensonges, du coup, vous êtes un peu encore plus empêtré dedans, et du coup, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ça arrive très souvent quand on est enfant, mais ça arrive aussi quand on est adulte. Clairement, je sais pas, quand on... je sais pas, moi je pense à une patiente par exemple qui a raconté à son médecin que elle était hyper déprimée et que du coup il fallait la mettre en arrêt de travail. Elle a eu du mal à sortir de ça. Elle a eu vraiment du mal à sortir de ça, et puis du coup elle se sentait mal à chaque fois qu'elle voyait son médecin. Enfin bref, ça peut créer énormément de difficultés. Donc pour ton amie Audrey, encore une fois, il faudrait voir à quel point la personne se sent à l'aise pour pouvoir dire la vérité aussi. Il y a des bugs, pardon, c'est vraiment la connexion. J'ai eu quelques bugs aussi aujourd'hui, mais c'est bizarre parce que moi sur mon écran de contrôle, ça fait classe de dire écran de contrôle, ça bug pas trop, donc je sais pas, ça vient peut-être de ta connexion aussi, ou de l'alignement des planètes, j'en sais rien. Ok, donc pourquoi on ment ? Donc on l'a vu un peu avec les enfants, mais pourquoi on ment quand on est adulte, concrètement ? Donc on a les mêmes stratégies exactement que les enfants, à savoir éviter une punition, une représaille, une amende, éviter une mauvaise note, éviter de passer pour un idiot, éviter d'avoir mal, éviter de mourir, des fois aussi. Dans les agressions ou quoi, des fois on serait capable de dire des choses fausses parce que pour éviter de mourir. Donc je me dis, c'est là où je vous dis que le mensonge c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Peut-on faire ça au mythomane ? Est-ce qu'on peut faire quoi au mythomane ? Alors attends. Mais quand ça nuit aux autres, qu'est-ce qu'on fait ? Alors quand le mensonge nuit aux autres, un mensonge... Alors... On ment rarement. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous ai souvent dit que on fait rarement des choses contre les autres. On fait souvent des choses pour soi. C'est-à-dire que même quand on ment pour se sauver, le fait que finalement ça fasse mal à l'autre, c'est peut-être plus facile à gérer que le fait que ça nous fasse mal à nous. Après, si le fait que l'autre est mal, on le vit mal, du coup il y a une balance dans votre cerveau qui se fait entre est-ce que je suis capable d'accepter la douleur que ça me fait de faire mal à l'autre par rapport à la douleur que ça me fait d'accepter le truc de base. Vous voyez, il y a vraiment, encore une fois, votre cerveau est une machine à calculer et qui calcule les stratégies et qui va aller plus vers une stratégie ou plus vers une autre selon ce qui lui paraît logique à ce moment-là. Et bien évidemment, les valeurs morales aident à guider. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui l'honnêteté est très importante et qui sont capables d'accepter la souffrance au profit, quelque part, de l'autre, pour empêcher que l'autre souffre. Peut-on faire face aux mythomanes ? Alors là, encore une fois, tout ce qui est mythomanie et tout ça, ça va être très compliqué parce que c'est vraiment des cas particuliers
Et c'est une pathologie, encore une fois. Donc un mythomane, déjà, c'est un traitement en fait. Souvent on est sur des traitements. Les vrais mythomanes, justement, il y a des problématiques au niveau de l'amygdale. Donc tu peux pas réparer ça au niveau juste de toi, comment tu vas lui parler, en fait. Tu peux pas, parce qu'en fait, le système qui gère le rapport au mensonge bug, en fait. Donc tu peux pas juste toi arriver. Ce qu'il faut, c'est un traitement, de la médication, de la rééducation, bref, et encore une fois, on n'est pas sûr que ça marchera totalement. Donc on est sur des pathologies psychiques qui sont compliquées à déverrouiller. Souvent, c'est des personnes qui sont beaucoup dans la peur, en fait, dans la peur, dans la crainte ou dans la manipulation. Donc, toi tout seul, tu peux pas faire face au mythomane. En fait, si tu as quelqu'un qui est mythomane et que ça te dérange, le seul truc que tu peux faire, c'est le laisser, en fait. C'est lui dire, lui expliquer au cas où ça le booste pour pouvoir aller voir, pour aller travailler dessus. Mais le seul truc que tu peux faire, c'est sortir de ce rapport qui, à un moment donné, peut être toxique pour toi. C'est le seul truc que tu peux faire. Je me suis fait éjecter de la vidéo. Promis, je t'ai pas éjecté. Regarde mon visage, je dis la vérité. Regarde. Ah, t'as un problème. Je suis désolée. Ok. On continue. Donc, les raisons pour lesquelles on ment, donc on a vu, c'est de l'évitement. Donc, c'est une stratégie de fuite, en fait. On est vraiment sur de la peur. Peur de la réaction de l'autre, peur de souffrir, peur d'avoir mal. Voilà, on est sur... ou peur même des fois d'être trop heureux, aussi des fois. Peur du rejet, peur... voilà, on est sur la peur, hop, fuite. Donc, on peut aussi utiliser le mensonge pour convaincre. Derrière le fait d'utiliser le mensonge pour convaincre, il y a encore de la peur de ne pas être assez convaincant sans utiliser des stratagèmes de type mensonge. Vous voyez là où finalement on retombe toujours quelque part sur de la peur dans le mensonge. Les gens qui ont vraiment confiance en eux, ils n'ont pas forcément besoin de mentir en fait. Vous voyez, enfin souvent on entend oui mais regarde quelle confiance en lui, il arrive à mentir sans sourciller. S'il avait vraiment confiance en lui, est-ce qu'il aurait besoin de mentir? Vous voyez, il y a vraiment des automatismes de compréhension à avoir là-dessus. Ceux qui ont l'air d'avoir le plus confiance en eux ne sont pas forcément ceux qui ont vraiment le plus confiance en eux. Alors, ça marche la punition chez un adulte quand lui ment très souvent. Ah, quand on lui ment très souvent. Quand il ment très souvent. Est-ce que ça marche la punition chez un adulte quand il ment très souvent, nous demande Patty. Alors, est-ce que la punition... Alors, c'est pas une histoire d'âge, hein, pour le coup. Mais, quand on est plus adulte, on a quand même une réaction au principe de punition qui n'est pas le même que quand on est enfant. C'est-à-dire que quand on est enfant, il y a presque l'acceptation sociale quelque part de la punition. C'est-à-dire c'est un peu dans le contrat social. C'est plus facilement accepté pour un enfant que pour un adulte. Alors, je sais pas si vous... Ouais... Je sais pas si vous m'entendez bien. Donc, il y a vraiment ce truc-là de pour un adulte, le punir sera pas forcément la meilleure stratégie. Si tu parles par exemple de ton chéri ou quoi, Patty, ou dans des relations de couple, punir l'autre sera jamais une bonne stratégie. Ou alors ça sera une bonne stratégie une fois, faut pas que ça soit tout le temps. Parce qu'une relation de couple peut pas fonctionner sur de la punition, sauf quand c'est consenti et apprécié par les deux. Tu vois ? Mais on est vraiment sur un autre type de stratégie qui peut être intéressant. Justement, vu que le mensonge sert de fuite, ça peut être intéressant, par exemple, Patty, d'utiliser, si c'est un adulte auquel tu penses, ça peut être intéressant justement de travailler la relation pour qu'il ait plus besoin d'utiliser ce stratagème. Pour qu'il comprenne que finalement, il y a plus à perdre avec ce stratagème qu'à gagner. Souvent, les adultes, quand ils utilisent le mensonge avec un adulte avec lequel, normalement, ils ont une relation de confiance, c'est souvent par peur de le perdre, par peur de le blesser, par peur de sa réaction, par peur du rejet. Et donc, tu vois que c'est finalement toujours de la peur qu'il y a derrière. Et donc, du coup, avec un adulte, on va plutôt être sur le truc de
travailler la relation pour qu'à l'intérieur de cette relation, il n'y ait plus besoin d'utiliser cette stratégie. Encore une fois, le mensonge est une stratégie de survie. Donc soit ça fait plaisir de mentir, soit peu importe, mais en tout cas, on peut penser dans ce que tu es en train de dire là, que si c'est dans le cadre d'une relation de couple, que c'est juste en fait une stratégie parce que il a peut-être peur de ta réaction. Si c'est un adulte qui te fait ça. Si c'est toi qui fais ça, qu'est-ce qui fait que tu es en train de le faire? Il n'y a que toi qui peux répondre en fait. Qu'est-ce qui se passe quand il punit? Quand il ment. Quand cet adulte ment. Il se passe quoi dans la relation quand tu t'en rends compte? Si tu lui en veux, si tu l'insultes, si tu lui crames ses fringues, c'est une punition. Enfin 3 en l'occurrence. Ce sont 3 punitions et c'est normal qu'il mente derrière pour éviter ça. Tu vois le truc? Donc il y a vraiment cette notion-là de voir si finalement cette stratégie, quelque part, c'est pas la plus efficace qu'il ait trouvée à ce moment-là. Alors j'ai plus aucun commentaire. Donc je ne sais pas si vous me dites des trucs ou pas. Mais c'est un peu bugué chez moi aussi. Bon après ma connexion est, comme je vous disais, pas top sur mon ordinateur aujourd'hui. Donc une autre stratégie, c'est l'évitement. Le fait de convaincre. Donc convaincre, le problème c'est que en ayant de la logique de conviction et de l'argumentation, très souvent il y a une escalade dans les argumentaires, c'est-à-dire que si vraiment la personne cherche à convaincre, elle va essayer d'avoir l'air le plus convaincant possible et du coup on va avoir des éléments de type exagération. Par exemple, oui, c'est vraiment ce qui s'est passé, vraiment. Mais plus vous avez dit vraiment, plus du coup ça laisse à penser que c'est pas vrai en fait. Parce que si c'était vrai, il n'y aurait pas besoin de dire que c'est vraiment. Ouais, c'est vrai, je te jure. Je te jure, maman. C'est pas moi qui ai pris ton argent dans ton portefeuille. Je te jure. C'est pas moi. Au plus, il y a des éléments de conviction. Au plus, il y a des éléments pour croire que c'est peut-être un mensonge. D'accord? Donc, la séduction, par exemple, c'est... Il y a du mensonge dans les éléments de séduction. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à tordre la réalité pour paraître plus séduisant, plus intéressant, plus intelligent, plus beau, plus attrayant. Mais les animaux font ça aussi, hein. Les animaux qui bombent le torse pour avoir l'air plus gros, plus fort, c'est quelque part du mensonge. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se montrer d'une manière qui n'est pas forcément la réalité, parce que dès que la femelle est partie, il redégonfle et il est vraiment tout raplapla, il est KO pendant une semaine. Mais vous voyez bien que c'est une stratégie naturelle en fait, le mensonge. Encore une fois, le caméléon ment. L'araignée doit mentir, tout le monde ment, même les animaux mentent. Donc pas de souci. Donc, convaincre, les conventions sociales aussi sont très souvent source de mensonges. Quand vous dites à quelqu'un « Bonjour, comment ça va ?» en fait, vous en fichez de si c'est un bonjour ou pas pour elle. Et vous en fichez, en fait, de savoir si l'autre va bien. Et l'autre, vous venez de lui souhaiter une bonne journée, il s'en fiche, en fait. Et quand il vous dit « ça va », à quel point c'est vrai? Vous voyez, il y a vraiment plein d'éléments comme ça qui sont des éléments de mensonge, de convention sociale. Et encore une fois, on ment tous par convention sociale. Il n'y a jamais personne, sauf quand ils viennent dans mon cabinet de psy, qui répond vraiment à un ça va. D'ailleurs, moi, des fois, je suis obligée de poser 2-3 fois la question pour avoir une vraie réponse. Parce que, imaginez, le patient vient me voir. Il va payer sa séance, ça lui demande du temps, il a fallu qu'il s'organise, qu'il fasse garder les enfants, machin. Il vient chez moi. Si je lui demande si ça va et qu'il me répond oui, du coup, je vais dire merci, au revoir, merci de me donner mes 80 €, au revoir. Non, bien évidemment, je sais que c'est un mensonge. On en est conscient parce qu'en fait, c'était pas une vraie réponse. Alors, quand on dit ça va, c'est le pire mensonge pas détaillé. Ouais, en fait, c'est une convention sociale. Rien que le bonjour, si vous décryptez le truc, c'est
Dites-moi si ça vous paraît mieux ou pas avec l'autre internet. Bon, j'arrive pas à le faire, c'est pas grave. Vous allez me dire si ça coupe moins là. Ok. Donc, la convention sociale. La protection de l'autre. Alors, est-ce que ça marche? Alors, est-ce que vous captez là? Non. Ça remarche ou pas? Dites-moi si ça coupe encore ou pas. Est-ce que ça coupe ou est-ce que ça marche? Ah oui, ça va, ça marche. Cool. Ben, j'ai changé d'internet, comme quoi des fois je switch. Faut que je switch de connexion internet. Bon. C'est pas vrai comme ça. Mais en tout cas, par protection, pour protéger l'autre, on est capable de mentir. Le nombre de fois où les gens, encore une fois, disent pas parce qu'ils ont peur de faire du mal, ils ont peur que l'autre le fasse mal, ils ont peur des conséquences, mais vous voyez qu'à chaque fois, derrière le mensonge, il y a quand même très très souvent de la peur en fait. Hein. Ils ont peur de ne pas obtenir ce qu'ils veulent, ils ont peur de... Voilà, en fait, quand on ment, c'est quelque part un manque d'arguments dans le réel en fait. Donc on fait appel à l'imaginaire pour muscler un peu ou pour camoufler un peu ou... Ouais. Encore une fois, je parle pas des mensonges qu'on fait de manière non délibérée. Là, je parle vraiment des mensonges délibérés. Donc maintenant, je vais vous donner des petites astuces, parce que je vois que l'heure tourne, pour détecter le mensonge chez les gens. Est-ce que ça vous intéresse? Dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment détecter le mensonge chez les gens. Alors, ça n'a aucune valeur scientifiquement prouvée quoi que ce soit, d'accord? Mais c'est quand même intéressant à tester. Et vous ferez ça quand vous ferez du décryptage vidéo des politiciens, des choses comme ça, il y a des choses très très intéressantes. Donc il y a un élément que je vous ai déjà donné, c'est au niveau de l'expression du langage, le fait d'exagérer ou d'appuyer trop son propos, c'est un signe probablement de mensonge. Encore une fois, on est sur « je te jure, c'est pas moi ». Tout ça, c'est vraiment des tics de langage. Dès que vous voyez que on essaye trop d'appuyer sur un point, dites-vous, on est peut-être sur un mensonge, clairement. Ou alors, à l'inverse, si on élude, on dit un truc et hop, on passe à un autre sujet, machin. Ok, dites-vous que c'est peut-être aussi une manière de mentir, d'une manière, voilà, par exemple, chérie, est-ce qu'il y avait des filles à la soirée? Non, non, où est-ce que t'as mis le sel dans la cuisine? Je le trouve pas. Et hop, détournement de sujet. C'est un très bon moyen de passer un mensonge comme ça, sans pour autant... voilà, encore une fois, on voit que c'est la peur de la confrontation, c'est la peur du rejet, c'est la peur du conflit, voilà, on est là-dessus. Il y a un élément qui est intéressant aussi, et là ça demande vraiment d'avoir des capacités d'observation, c'est le regard trop fixe. On a tendance à dire que quand quelqu'un doit dire une vérité, il doit le dire dans les yeux. Vous voyez, moi je vous regarde dans les yeux là. Et bien en fait, concrètement, dans la vraie vie, on ne regarde jamais fixement dans les yeux quelqu'un. Il n'y a jamais personne qui fait ça. Et en fait, la plupart du temps, quand on le fait, c'est soit de la manipulation, soit de l'hypnose aussi. Mais la plupart du temps, en fait, c'est pour mentir. Si vous regardez les grands politiciens qui ont menti, très clairement, ils étaient sur du regard fixe. Pourquoi? Pour une raison très simple. C'est parce que justement, ils veulent convaincre, donc ils essaient de garder le regard fixe et de contrôler leur amygdale à ce moment-là, de contrôler l'ensemble de leurs réactions. Donc du coup, il y a une sorte de fixité du regard et une intensité pour comme si, oui, c'est bon, tu vas me croire. Et surtout, ce qu'on peut voir aussi dans la fixité du regard, c'est aussi le côté où ils vous fixent pour voir si vous gobez ou pas. En fait. Et du coup, ils sont un peu en attente de savoir c'est passé ou c'est pas passé. Et dans le fait d'avoir quelqu'un qui vous ment les yeux dans les yeux, parce que souvent on entend ça, on dit oh, tu te rends compte, il m'a menti, mais il m'a menti droit dans les yeux. Ben justement,
en fait. Justement, ça t'a pas mis la puce à l'oreille, en fait. Donc, ça peut être un signe de mensonge et de tentative de convaincre ou de tentative de... peu importe. Le regard fuyant peut être aussi une technique pour pouvoir voir que quelqu'un ment. On le voit très facilement chez les enfants qui n'arrivent pas à nous dire justement les choses en nous regardant un peu. Et ben, ça peut être justement parce que c'est un mensonge. Ils n'arrivent pas à faire face à la personne tout en lui disant quelque chose qui est faux. Il y a une histoire encore une fois de morale. Donc quelqu'un qui vous regarde trop dans les yeux ou quelqu'un qui au contraire n'arrive pas à vous regarder directement, ça pourrait être tout à fait des signes de mensonge. Parce qu'en fait dans la réalité et dans nos conventions sociales et dans notre manière de nous parler d'habitude, ben en fait on se regarde pas fixement, mais on se regarde, voilà, on regarde, on peut regarder à droite, à gauche, voilà, il y a quelque chose qui est mobile en fait, qui est mobile et qui est fluide. Mais dès que c'est fuyant ou dès que c'est trop appuyé, c'est un signe qui peut nous indiquer qu'il y a un mensonge. Oui, mais parfois on a tellement peur de ne pas être cru alors que c'est vrai, donc on va exagérer. Oui, on va avoir tendance à exagérer à ce moment-là. À voir. Encore une fois, il n'y a aucun signe qui est totalement vrai dans l'absolu en fait. Mais si tu exagères, du coup, tu es en train de raconter un mensonge. Tu vois? Donc on est là-dessus, hein. On est sur de la conviction qui va aller muscler le discours, muscler l'argumentation, du coup de manière artificielle, pour faire passer quelque chose, mais du coup tu te retrouves à perdre de la valeur et de la vérité dans ce que tu es en train de dire. Ah, c'est marrant car des fois on entend que quand on regarde pas vraiment la personne, c'est qu'on fuit et qu'on ment. Bah oui, en fait, c'est ce que je viens de dire, donc t'as dû le noter avant que je le lise, je pense. Eh oui, tu as répondu du coup, lol, les messages se croisent. Désolée. Des fois je parle et puis après je regarde. Ça m'arrive. Mais en tout cas, on est sur la même longueur d'onde. Donc, donc la fixité du regard ou le regard fuyant peuvent être des signes, au contraire, donc, dans les deux cas, de mensonge. Parce qu'il y a vraiment un rapport au regard de l'autre et à est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va... Il y a un truc qui est pas clair, en fait. Donc il y en a un qui essaye de convaincre et il y a l'autre qui est dans l'évitement. Donc voilà. Quand on avait parlé de l'analyse du comportement, je vous avais parlé, il me semble, du rythme basal. C'est-à-dire du fait que tous, vous, moi, tous les gens que vous connaissez, ils ont une certaine manière de communiquer, une certaine manière d'être, qui est quasiment toujours la même. Une sorte de choses que, quand ils sont comme ça, on sait que c'est eux. Vous voyez? Et même là, quand je communique, il y a une sorte de rythme et de choses qui est installée. Si d'un coup, vous voyez, il va y avoir une réaction, en tout cas une rupture de rythme qui va venir montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Et bien, justement, quand vous avez quelqu'un qui est en train de raconter quelque chose qui est vrai, il va avoir un certain rythme, et dès qu'il va passer en mode mensonge, il y a un rythme qui va changer. Soit fuyant, soit fixité du regard, soit quelque chose dans la voix qui va venir témoigner du fait qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok quand il en parle. Donc moi je le repère très facilement parce que c'est mon boulot, donc dès qu'il y a une voix qui est un peu serrée, une voix étranglée, ou même au téléphone, des fois j'arrive à le détecter. Et voilà, donc pour pouvoir détecter le mensonge, il va falloir observer et apprécier vraiment la personne telle qu'elle est. Et toutes les petites ruptures de rythme, ça va vous permettre de voir si la personne est finalement... ça va vous mettre la puce à l'oreille sur des éléments. Tiens, qu'est-ce qu'elle a dit à ce moment-là? À ce moment-là, il y a son regard qui est parti ailleurs, ça veut dire quoi? À ce moment-là, il y a eu une voix qui a déraillé. Ok, c'était à quel moment? Donc ça va permettre vraiment de repérer les endroits d'incohérence ou les endroits où c'est pas fluide. Ok. Ce qui va être intéressant aussi, j'ai marqué des choses sur ma feuille, mais c'est illisible à certains endroits. La base de... Donc je vous disais, je vous parlais l'autre jour des acteurs, et je vous disais que dans tous les cas, les acteurs, pour pouvoir faussement amener des émotions,
c'est-à-dire amener une sensation émotionnelle sur des souvenirs par exemple qu'ils n'ont pas vécu, et ben en fait, ou sur des émotions qu'ils n'ont pas, des sentiments qu'ils n'ont pas, et ben ils vont faire appel à des choses vraies. Donc en fait, quand un acteur pleure au cinéma, très souvent, il pleure pour quelque chose de vrai, mais pas la chose que l'histoire nous raconte. Vous voyez, il y a souvent ce truc-là. Donc les menteurs sont pareils, c'est-à-dire que les menteurs, ils vont aller justement penser à quelque chose qui génère la bonne émotion qu'ils veulent transmettre, par exemple de la culpabilité, de la peur, de la confiance, de la sérénité. Donc ils vont penser à des choses qui génèrent ça dans leur cerveau, et du coup ils vont pouvoir raconter un peu plus n'importe quoi, ou raconter le mensonge qu'ils ont besoin de raconter, avec le bagage et la réaction qui est relié à ce à quoi ils sont en train de penser. Vous voyez le truc? Donc c'est comme ça en fait aussi qu'on arrive à biaiser le truc. Vous voyez, si par exemple je vous raconte trois choses vraies ou peu importe, je vais ressentir certaines émotions reliées à ces choses. Et si par exemple je veux raconter la chose B avec l'émotion A, il suffit que je pense à A en racontant B, et du coup ça va venir brouiller un peu mon message émotionnel et la communication émotionnelle que je vais avoir. Désolée, c'est un peu brouillon ce soir. Ok. Ce qui est intéressant aussi avec les menteurs, c'est la notion de fixité du regard, ça oui, mais fixité aussi de la pensée. C'est-à-dire que par exemple, si je sais pas, une scène de crime, un suspect vient et il a un alibi, quand il raconte l'alibi, il va soit s'embrouiller assez rapidement dans l'alibi parce qu'il n'est pas assez bien construit, soit il a tellement bien construit son alibi qu'en fait c'est devenu quelque chose de rigide et de fixe, et il va avoir du mal à switcher ou à se balader à l'intérieur de son alibi. Par exemple, quand vous racontez un souvenir, vous êtes capable de vous balader dedans. Par exemple, si vous racontez votre anniversaire, je sais pas, votre dernier anniversaire, vous allez pouvoir, si on vous demande de raconter, vous allez pouvoir le raconter de manière chronologique, mais vous allez aussi pouvoir raconter des choses qui étaient similaires à différents moments, ou des gens que vous avez vus à des moments différents, ou ce que vous en avez pensé, ou il y a quelque chose d'assez fluide en fait. Les éléments sont pas figés entre eux, c'est pas rigide. Par contre, un mensonge qui est construit et qui a intérêt à être très construit et très solide, ce qu'est le cas généralement des alibis, et ben ça va manquer de flexibilité en fait à l'intérieur de cet alibi. Par exemple, si la personne raconte qu'elle est allée au magasin acheter je sais pas, de la vodka, et qu'elle est rentrée, et que quand elle est rentrée, la personne était déjà morte, et la première chose qu'elle a fait, c'est prendre le téléphone et appeler les secours, puis elle a attendu les secours, elle a fait le massage cardiaque, j'en sais rien, elle raconte un certain nombre de faits. Cette personne va avoir du mal à raconter les faits dans un autre ordre, ou en tout cas de rester juste sur un fait sans pour autant déstabiliser la structure du fait. Et s'il y a par exemple un inspecteur qui lui dit vous pouvez me raconter ce que vous avez fait juste avant d'arriver, je sais pas, juste avant d'appeler la police? Ben, juste avant, qu'est-ce que j'ai fait? Il est obligé de se raconter l'histoire dans le bon sens pour retrouver le sens et la logique vous voyez le truc? Donc c'est vraiment parce que vu que c'est construit, c'est généralement assez rigide, et la personne a moins d'éléments puisqu'elle ne l'a pas vécu. C'est-à-dire que quand on raconte un mensonge, quand on construit un mensonge, on ne raconte pas ou on ne construit pas tout l'univers de ce qu'on aurait vécu si on y était. C'est pour ça que généralement les enquêteurs ils posent des questions sur des détails. Je sais pas, par exemple, porter une robe de quelle couleur, est-ce qu'elle avait des lunettes, voilà. Et quand il y a d'ailleurs des alibis croisés, c'est-à-dire avec des complices par exemple, et qu'ils les interrogent, ils vont très souvent aller chercher sur justement les petits détails, parce que si pour l'un la robe était rouge et que pour l'autre la robe était bleue, du coup toute la structure tombe en fait. Donc il y a vraiment cette notion, alors ça pourrait être un défaut de la mémoire, hein, clairement, mais très souvent en fait, une fois que la structure tombe, ça déstabilise tellement les personnes que du coup c'est très compliqué à reconstruire
et retrouver de la cohérence dedans. Donc vous voyez que finalement, il y a un truc au niveau du mensonge qui est que on va encore une fois, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est vraiment que on a une réaction tous au mensonge. Et quand vous mentez, vous allez justement stimuler votre corps, et votre corps va être stimulé face à ce mensonge, et vous allez le ressentir. Et quand vous vous mentez à vous-même, ça va aussi générer ça, sauf quand vous racontez un truc depuis très longtemps. Par exemple, si vous vous racontez que vous êtes nul depuis que vous avez 2 ans, et bien concrètement, à un moment donné, même si au départ c'était un mensonge ou un jugement ou peu importe, à force de vous le raconter, votre amygdale ne réagit même plus. C'est-à-dire que ça devient vrai pour vous. Donc, je vais terminer là-dessus, mais je vous invite vraiment à vous dire, bon voilà, qu'est-ce que je me raconte sur moi et à quel point ce que je me raconte sur moi est pas un mensonge. À quel point je ne me mens pas à moi-même. Parce que mentir aux autres, bon, ça joue sur la relation et tout ça. Mais se mentir à soi-même, c'est quand même plus dommageable. En tout cas, il y a énormément de gens que j'accueille en cabinet et qui se racontent des choses sur eux. Alors, on se raconte tous des trucs sur nous, hein, c'est pas gênant. Mais qui va pas les aider et du coup qui est vraiment dommageable pour eux. Donc, j'aimerais vraiment que vous vous posiez la question, qu'est-ce que je me raconte sur moi? À quel point j'y crois? Et est-ce que je serais pas en train de me mentir? Et est-ce que ça vaudrait pas le coup de me raconter autre chose? Vous voyez, de pouvoir retrouver, justement, on parlait tout à l'heure avec Patty de la relation de confiance pour pouvoir se dire les choses dans un couple, mais c'est la même chose entre soi et soi, en fait. Arrêtez de vous mentir. Arrêtez de vous mentir, vous n'êtes absolument pas ce que vous dites, ou ce que vous vous dites à vous-même quand vous pensez à vous ou quand vous vous parlez. Donc ça vaut le coup vraiment de chercher cette sensation du mensonge et à faire ce genre d'exercice pour vous à la maison. Alors je sais pas si j'ai plus de commentaires, j'ai plus rien. Oui, ça rejoint les croyances du coup. Effectivement. Non, c'est pas que j'ai plus rien en fait, c'est que je n'ai que les commentaires. Okay. Ça rejoint les croyances. Oui, oui. Au plus tu y crois. Les croyances et le mensonge, c'est exactement la même chose. Hein. Dans tous les cas, la vérité n'existe pas. On n'est que sur des réalités subjectives, des choses qu'on se raconte. On n'est que sur ça. Si tu crois vraiment à quelque chose, c'est plus un mensonge pour toi. C'est pour ça que la question de la mythomanie, c'est compliqué. Parce que pour les personnes, elles y croient vraiment. C'est pas un mensonge, elles mentent pas. Elles racontent une réalité qui est une réalité pour elles et qui est fausse pour vous. Et c'est pas un mensonge. Du coup, donc l'amygdale ne s'excite pas puisque c'est pas faux. Donc il y a vraiment, c'est pour ça que c'est compliqué la mythomanie et que voilà, le but c'est pas forcément de parler de mythomanie, mais soyez vraiment titillez un peu votre détecteur à mensonge interne, redonnez la place à votre amygdale pour faire son travail de jugement de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Quand justement vous êtes en train de regarder une pub, traquez les mensonges. Il y en a forcément, puisque de toute façon, là, une pub, c'est de la manipulation. Donc, par principe, puisque ça vous amène à faire quelque chose que vous n'auriez pas fait sans. Donc, c'est de la manipulation. Donc, regardez où est-ce qu'ils vous mentent, quels sont les éléments qu'ils utilisent pour manipuler votre pensée, quels sont les endroits où vous pouvez douter de la véracité des choses. Si par exemple vous êtes sur... je sais pas, j'ai pas de pub en tête, mais est-ce qu'il y a de la pub là-dessus? Regardez, hop. Hop, je sais pas si vous voyez. Donc c'est un truc de Kiabi. Il est marqué le calendrier du bonheur. Qu'est-ce qu'on essaie de me vendre? Qu'est-ce qu'on essaie de me faire croire là? Que juste en utilisant ça, je vais être heureuse? Quand même. Donc vous voyez que finalement le mensonge il est partout. Bon, j'arrête de délirer avec ça. Est-ce que vous avez des questions sur le mensonge? Je crois que je vous ai dit à peu près tout ce que j'avais à vous dire ce soir. Est-ce que vous avez des questions? Non? Est-ce que vous voulez savoir le programme de la semaine prochaine? Est-ce que ça vous intéresse? Allez, hop, je vais chercher le programme qui est tombé. Alors, vous voyez, j'ai changé de programme. Avant, j'étais sur des post-it. Maintenant, j'ai synthétisé le truc. La semaine prochaine, on sera sur faciliter le changement et ne plus subir son environnement.
Donc vraiment, la semaine prochaine, venez avec un objectif de changement, quelque chose que vous aimeriez qui change chez vous, et on va régler son sort à ce truc-là. Donc vraiment, venez avec un objectif, un truc que vous aimeriez mettre en place dans votre vie, un truc que vous aimeriez changer, et on s'en occupe. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Désolée pour les bugs de connexion. Et c'est pas grave. Mentez, mais soyez conscient du fait que ça crée des choses chez les autres. Et soyez attentifs aux mensonges des autres aussi. Allez, je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao ciao, bon week-end.